Alors, bonsoir à tous et à toutes, et donc bienvenue dans ce cours intégration du 16 novembre 2021. Donc, désolé pour le truc, je sais pas ce qui s'est passé entre le présentiel, le distanciel, la pluie, je sais pas, bref, ça va pas marcher, hein. Donc, c'est la séquence Amel Bent. Je suis désolé. Bon, enfin, bref. Donc, on va faire juste les démos du cours, mais sur le net, quoi, hein, comme ça. Ok, alors le cours, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ah oui, alors le début c'était les définitions, vous savez, euh, une suite qui converge simplement ou uniformément, d'accord? Alors déjà je vais faire suite. Donc j'ai une suite de fonctions fn, donc elle est indexée, c'est une suite, hein, donc c'est indexé par n. Définie sur e, toutes définies sur e, mesurables, hein, bien sûr. Donc toutes les fonctions sont mesurables à valeur dans R, hein, l'image. Ok. Alors on dit que fn converge simplement, alors je vais mettre converge simplement vers f, alors sur a, donc et a une partie de e, si, vous connaissez le truc, pour tout x dans a, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini des fn de x, donc des réels, hein, tend vers f de a. Non, f de x, pardon. Donc les x ils sont dans a et les fn de x ils tendent vers f de x. Ok. Voilà, et ça donc dans le cadre de notre théorie de la mesure, etc., on va l'étendre un tout petit peu, d'accord? Et on va dire que Fn donc converge hop simplement presque partout sur A vers F si il existe un ensemble B tel que la même chose, hein, pour tout x dans, alors cette fois-ci c'est A privé de B, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Fn de x tend vers f de x et, donc ça c'est pour tous les points de A qui ne sont pas dans B, et bien sûr, la mesure de B doit être nulle. Ok, alors déjà on va se contenter de ça, on a déjà pas mal de choses. Donc voilà, la définition, celle-là vous la connaissez, oups, il y a un truc qui est tombé, je sais pas quoi, vous la connaissez depuis longtemps, et celle-là donc c'est la nouveauté avec le presque partout, le PP là, ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on va pouvoir utiliser donc le théorème. Alors je vais vous donner hop un tac le théorème. Donc allez hop théorème. D'accord. Donc soit donc fn toujours pareil une suite de fonctions mesurables. On va aller plus vite sur e qui converge presque partout sur e vers f. Alors f est mesurable. Ok, donc c'est ça qu'il nous faut démontrer. Donc allons-y. Alors bon, je pensais le faire là, mais il n'y a pas trop de place, hein. Ok, alors donc elles convergent presque partout. On a dit donc la démo. Ok, donc la suite Fn converge presque partout vers F sur E. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il existe, alors je l'appelle bon grand F, hein, inclus dans E un ensemble de mesures nulles. Tel que pour tout x dans E mais pas F, E privé de F, la limite lorsque n tend vers l'infini des fn de x, ça vaut f de x. Ah oui, tiens, je mélange les deux notations entre la limite et la flèche, d'accord? Donc c'est soit la limite qui est égale, soit les fn qui tendent vers. Ouais, bon, c'est l'un ou l'autre. J'ai un petit truc, mais c'est pas très grave, non? Bon, non plus. Ah, il est là, mon effaçage, attendez. Que ce soit beau. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais considérer seulement le, seulement les éléments de E moins F. D'accord? Donc dans la suite, on considère toujours
x qui appartient à e moins f, d'accord? Puisque ça converge presque partout, donc c'est pas pour tous les x de e, mais bon, bah, si je vire cet ensemble de mesures nulles, bah, c'est les x, ils vérifieront bien ça, d'accord? Ok. Alors, ben, qu'est-ce que je sais? Je sais que, ben, quel que soit n appartenant à n, moi je sais que la suite, enfin la fonction, pardon, fn est une fonction mesurable. Alors on se rappelle de ce que ça veut dire une fonction mesurable, hein. Ça veut dire que quel que soit c appartenant à r, l'image réciproque, donc l'ensemble des x de, alors de quoi? Alors je peux prendre de e, bon allez hop, on va prendre l'image réciproque comme ça, telle que f de x soit strictement plus petit que c par exemple, hein, d'accord, ou strictement plus grand, ou supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, peu importe, est mesurable, tout est équivalent. Euh, oui, alors sauf que là, c'était fn, hein, d'accord. Voilà, ça c'était donc, parce que je sais que les fn sont mesurables, hein, d'accord, quel que soit le c, alors je vais mettre c' pour pas le confondre. Et qu'est-ce que je veux montrer? Montrons que, alors pour justement c dans r fixé, alors il est quelconque que je le fixe ici, l'ensemble des x dans e tel que f de x soit strictement plus petit que c est mesurable. Bon, 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 bon. Et donc, alors, bah, cet ensemble-là, donc l'ensemble des x de e qui vérifie ça, il faut que que je l'exprime, cet ensemble, comme soit intersection, soit union de ces trucs-là, et j'ai le droit de faire varier le c' par rapport au c. D'accord? Voilà. Bah, en fait, c'est à peu près tout, hein, d'accord? Alors, donc moi, ce que je veux... Alors, attendez, je prends juste le brouillon. Là, c'est le brouillon, d'accord? Qu'est-ce que je veux? Je cherche... on cherche x vérifiant f de x strictement plus petit que c. D'accord. Donc, je sais que le fn de x, il tend vers f de x. Donc, à partir d'un certain temps, donc quel que soit, plutôt, quel que soit, alors je vais pas prendre un epsilon, je vais prendre un 1 sur n parce que il me faut du dénombrable à la fin, d'accord? Si je prends epsilon et que je dis que ça, c'est dans un réel, ok? Ça va pas. Donc quel que soit n appartenant à n, d'accord? Il existe un rang grand n tel que, quel que soit le... Alors mince, j'ai déjà pris un n ici. Alors quel que soit k supérieur ou égal à grand n, donc le fn de x, de fk pardon, de x va être plus petit que c moins 1 sur 1 sur n. Oui. D'accord. Ok, je pense que vous comprenez rien, donc je vais réexpliquer comme ça. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand n tel que pour tous les... Alors je l'appelle k supérieur ou égaux à n, d'accord, ben, le fk de x, il soit compris entre donc la valeur f de x, enfin la valeur ouais, moins epsilon, plus epsilon, pardon, et f de x moins epsilon. Non, c'est pas ça. Je faisais du brouillon et c'est pas bon. Je reprends. Hop. Ça, c'est pas bon. On reprend. Toc, toc, toc. Ok. Ok, donc je reprends. Essayons de faire ça bien. Donc on a dit quoi? On a dit que fn de x, il tend vers f de x. Ok. Et moi, on considère, ouais, c'est ça, x dans E tel que le f de x, il est strictement plus petit que c, d'accord? Alors là, il y a un écart, vous êtes d'accord? Donc il existe un n antinaturel tel que f de x, il est aussi strictement plus petit que c moins 1 sur n, ok? Et comme, comme la suite fn de x, d'accord? Donc c'est une suite en n, converge, ouais, enfin je vais l'appeler k, puisque donc j'ai un n ici, converge, c'est une suite de réels, vers
f de x, d'accord? Donc là, il y a encore un écart, ok? Donc je peux bien caler tous mes fk, enfin à partir d'un certain rang, tous mes fk de x entre ces deux-là. Vous êtes d'accord? Ça se présente comme ça. J'ai le c qui est ici, donc j'ai le f de x qui est plus petit, d'accord? Je colle un touc c moins 1 sur n ici, d'accord? Et maintenant je vais dire, ben, mes fk de x, hein, puisqu'ils tendent vers ça, à partir d'un certain rang, ils sont tous par ici, d'accord? Ils sont tous plus petits, puisque je peux les faire rentrer dans un intervalle comme ça, d'accord? Comme la suite fk converge vers f, il existe un rang grand N, tel que, quel que soit k supérieur ou égal à ce rang grand N là, les fk de x ben, soit plus petit de toute façon que c-1 sur n. Ok, c'est ça qui me suffit. D'accord? Ok, donc qu'est-ce que je vais voir ici? Ben, je vais voir que donc en fait l'ensemble des x de e tel que f de x il doit soit plus petit que c. En fait, je vais pouvoir l'écrire en fonction donc de ces x dans e tel que fj de x soit plus petit que c moins 1 sur n, d'accord? En faisant quoi? En faisant, alors peut-être je suis un petit peu ambitieux en mettant directement l'égalité, parce que donc il faut qu'il vérifie. Alors, c'est pour tous les j, hein, d'accord? C'est pour tous les j qui sont plus grands que k, donc ça va être l'intersection pour tous les j plus grands que k, d'accord? Il faut qu'ils fassent tous ça, et après, bah, ça va être l'union. Ouais, c'est un peu ambitieux, hein, vous voyez? Ça va être l'union. Alors ici, pouf, c'est quoi? C'est donc, c'est k ma variable, hein, pour k et n compris entre 1 et plus infini, quoi. Ok? Alors, j'essaye d'écrire donc cet ensemble-là comme union, intersection, etc., d'ensembles que je sais être mesurables, d'accord? Il faut que ces unions, intersections, elles soient au plus... ouais, si elles sont finies, c'est gagné, mais si elles sont dénombrables, c'est bon. Et là, c'est bon aussi, d'accord? Ok, donc je termine ça, et puis après, peut-être je reviens là sur l'union de l'intersection, etc., d'accord? Donc, oui. Donc, comme FJ est mesurable, d'accord, je sais que pour tout machin là, donc c'était un C' tout à l'heure, hein, mais voilà, d'accord, l'ensemble des x dans E tel que FJ soit plus petit, FJ de x, pardon, soit plus petit que C moins 1 sur n, d'accord, est mesurable. D'accord, donc l'intersection pour tous les j strictement supérieurs ou égal à k de ces ensembles-là, bon je ne les réécris pas, d'accord, est mesurable comme, alors c'est l'intersection d'ensembles mesurables, intersection dénombrable d'ensembles mesurables. D'accord. Et enfin, l'union pour tous les k et n plus grands que 1, disons. Pour le n, hein, j'ai pas le droit de faire 0 parce que j'ai un 1 sur n. Ah, je monte un peu la feuille pour vous. De ces ensembles-là, donc l'intersection pour les j supérieurs ou égal à k de l'ensemble machin, d'accord? Ça est donc des nombres mesurables comme union dénombrable d'ensemble mesurable. Ok, alors c'est la feuille numéro 3. Donc juste je vous rappelle hein, que ici, là, le k et n, en gros, il parcourt n étoiles carrées, d'accord, et que ça c'est dénombrable. Ok. Ok, alors je reviens sur ce passage-là un peu abrupt. J'aurais peut-être dû l'écrire en deux temps, de ce truc-là, d'accord? Ok, 4, feuille numéro 4. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Je disais que, euh, quel que soit k supérieur ou égal au grand N, là, ouais, mais pourquoi j'ai un J ouais, bon, d'accord. C'est pas mon grand N, là, ouais, c'est mon grand N, hein, d'accord. Bon, bref. Quel que soit k plus grand que grand N, j'ai mélangé k et J, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ouais.
quel que soit k plus grand que grand n, je sais que fk de x plus petit que c moins 1 sur n. D'accord? Ok, donc ça veut dire que x, il appartient à l'intersection, pour tous les k supérieurs ou égaux à n, de ces ensembles-là, de l'ensemble des x dans E, tel que f k de x soit strictement plus petit que 1 moins 1 sur n. Ok? Ouais. Ok, et maintenant, alors, je dois prendre, moi, donc, ce que je veux, hein, c'est que les x, ils soient tels que f de x soit strictement plus petit que c. Je sais que je peux toujours placer un 1 sur n ici, mais je vois que quand je veux rapprocher mon x de c, il faut que le 1 sur n ne devienne de plus en plus grand. D'accord? Ouais. Donc, après, je dois faire l'union pour tous les petits n supérieurs ou égaux à 1 de ce truc-là, de l'intersection k supérieur ou égal à n de l'intersection e des fk de x moins 1 sur n. Ok. Alors là, il y a un truc qui est mystérieux entre ça et ça, entre ces deux expressions-là. C'est, vous voyez, là, ça dépend de n, et là, ça dépend plus... Enfin, là, si, ça dépend de n, mais on ne sait pas qui est k, plutôt, d'accord? Qui est ce grand n, voilà, encore une fois. D'accord, ce grand n-là. En fait, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour tout petit n, d'accord, il va exister un grand n tel que, d'accord, donc c'est pour ça que je dois mettre voilà, un grand n ici. Ok, donc il est forcément dans l'union, hein, il n'est pas tout le monde, mais à partir d'un certain... Il existe un rang grand n tel que le x il soit là-dedans, d'accord? Donc s'il est dans l'union à partir de ce grand n-là, il est à partir de tous les grands n plus grands que 1. Ok? Voilà, ça c'est pour avoir le grand n qui est ici. Et voilà, donc c'est bon, j'exprimais ce que je voulais, d'accord? Voilà, donc quoi? Donc une fois que j'ai fait ça, et ben ça y est, hein, d'accord, on a dit que donc ainsi l'ensemble des x dans E tel que f de x soit strictement plus petit que c est mesurable. Ça va? Ok. Alors après, donc, il y avait la définition de fonctions caractéristiques, déjà, avant les fonctions étagées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction caractéristique? Fonction caractéristique. Donc, A, une partie de R, d'accord? Et si A, c'est la fonction qui a x associé. Alors, 1 si x appartient à A, et 0 sinon. Ok, donc là, je le définis sur R, mais bon, voilà. Ça se définit n'importe comment. Et alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction caractéristique si A est mesurable, si et seulement si A est mesurable. Ok? Donc la démo est hyper simple, hein, ça se voit tout de suite, hein, d'accord? Donc, montrons que, quel que soit C dans R, l'ensemble des x dans E, tel que si A de x soit plus petit que C, est mesurable. Ok, alors, premier cas, si jamais ce C, il est supérieur ou égal à 1, d'accord? Alors, comme la fonction xia, elle prend que les valeurs 0 et 1, c'est alors cet ensemble-là, donc voilà, l'ensemble, donc xia moins 1 de C, enfin, non, plutôt de moins l'infini C, plutôt, moins l'infini jusqu'à C, d'accord? De toutes les valeurs strictement plus petites que C, s'il est jusqu'à 1, ça vaut R, quoi. Ok? Alors même 1 fermé, mais bon. Là, j'ai pris ouvert, donc je prends ouvert. Ok. Voilà, d'accord. Si C, il est plus grand que 1, donc il vaut 2, de toute façon, la fonction, elle vérifiera toujours que je suis plus petite que 2. Donc, il y a ça, d'accord. Deuxième cas, si jamais votre C, il est compris entre 0 et 1. Donc, on peut le prendre comme ça, ok. Alors, donc, Xia, c'est là où elle peut prendre... enfin, quelles sont les... Donc, elle prend que deux valeurs, ok. Si A de x qui serait plus petit que c, c'est équivalent à xia de x est égal à 0. Ouais.
d'accord? Et ça, on sait que ça vaut 0 sur, si x n'appartient pas à a, d'accord? Donc, si et seulement si x n'appartient pas à a, d'accord? Donc le fait que donc si je dis que la fonction est mesurable, ça veut dire que cet ensemble-là est mesurable, ça équivaut à a complémentaire est mesurable, d'accord? Donc si a, l'ensemble est mesurable, si et seulement si a complémentaire mesurable, et on sait que mesurable c'est stable par complémentation, et donc a mesurable. Ok. Et puis troisième cas, si jamais c est strictement plus petit que 0, bah en ce cas c'est facile puisque l'ensemble des x tel que xi a de x soit inférieur strictement à 0, enfin un truc négatif, d'accord, c'est vide, ok. Donc l'ensemble des x de e tel que xi a de x soit plus petit que c égale à vide, d'accord, qui est mesurable. Ok. Donc il y a trois possibilités. Ici et ici, c'est tout le temps mesurable, d'accord? Donc ça sert à rien pour notre théorème. Et ici, c'est mesurable si et seulement si ben, A est mesurable et son complémentaire hein, est mesurable. Ok. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était les fonctions caractéristiques qui vont être très importantes dans la suite. Et aussi très importantes dans la suite, ce sont les fonctions étagées. 5. D'accord. Donc la définition. D'accord. Donc f, une fonction de e dans R avec e mesurable. Mesurable. Edit. Étagé. Si et seulement si. F ne prend qu'un nombre fini de limites ne prend. Ah là là. Écoute, c'était pas ce que je dis. Qu'un nombre fini, alors pas de limite, mais de valeur sur E. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, en gros, on va dire que E, c'est un truc comme ça, d'accord? Alors, c'est peut-être pas un intervalle, il manque peut-être des trucs, d'accord? Voilà, elle prend qu'un nombre fini de valeurs, ok? Elle prend cette valeur-là, machin, elle prend cette valeur-là, ici, truc, d'accord? Elle en prend une autre valeur par ici, etc. Ok? D'accord? Donc, à tout x ici, enfin, à tout x de E, il faut qu'elle prenne une fois une seule valeur, d'accord? Et ici, le nombre de valeurs différentes, c'est fini, d'accord? Donc, soit bon alors je les appelais C1, C2, Cn, les valeurs différentes prises par la fonction E. Alors les valeurs prises, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ce sont les valeurs, d'accord, par la fonction E, par la... Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? Par la fonction E, hein, oui, F, d'accord? Et donc F, il s'écrit, ça va être quoi? Ça va être la somme pour k égale à 1 jusqu'à n, d'accord, les indices ici, des ck fois xi de ek avec ek, c'est l'image réciproque, donc c'est f-1 de ck. D'accord? Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ce que j'ai écrit c'est un peu une trivialité, quoi. C'est-à-dire que je dis, donc comme f prend un certain nombre, enfin un nombre fini de valeurs, pardon, ok? Donc où est-ce qu'elle prend la valeur ck? Bah, sur la fonction... Enfin, ça vaut 1, ou ça, là où la fonction f vaut ck, d'accord? Donc, fois ck, ça fait que ça vaut ck là où f vaut ck, et 0 ailleurs. Vous comprenez? D'accord? Ça, c'est quoi? Ça, le ek, c'est l'ensemble des x appartenant à grand E, tel que f de x soit égal à ck. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des x qui prennent la valeur ck par f, d'accord? Okay, dont le f de x est égal à ck. Attends, je ne sais pas si avec la lumière, vous voyez, peut-être trop fort. Voilà, donc en fait, c'est une trivialité, ça, hein, d'accord? Voilà, je sais que l'union des ek, alors l'union est disjointe, hein, et l'union des ek, kn, ça fait e, d'accord? Puisque e, pour tout x dans e, f de x, ça vaut une des valeurs ck, et donc il appartient à l'un de ceux-là et un seul. Ok. Voilà, et puis je peux supposer les valeurs différentes, donc c'est bien. Voilà, donc maintenant on va approcher les fonctions mesurables par les fonctions étagées, d'accord? Et donc c'est mon lemme d'approximation, le lemme d'approx.
hop, qu'est-ce qu'il me dit? Donc je prends f une fonction mesurable sur E à valeur dans R, et je vais la supposer bornée. Ok, voilà. Alors, donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe, alors phi epsilon et psi epsilon, deux fonctions étagées, qui vérifiant. D'accord. Alors, f, elle est encadrée par phi et psi. Alors, psi epsilon sur E. Et la différence entre les deux, donc la plus grande des deux, ça va être laquelle? Bon, peu importe, hein, en fait. Mais bon, moi j'aime bien mettre phi en bas. Ah bah non, alors. C'est celle du haut, c'est psi, alors. Oui. Psi moins phi. D'accord. Le psi, c'est en haut. Ok. Plus petit qu'epsilon. Donc 0, 1 sur E aussi. Pouf. Ok, et c'est ce lemme-là qu'il nous faut démontrer. D'accord. Donc j'y vais, hein, forcément. 5, hop, feuille 6. Bon, alors en fait, je vais faire un peu du Riemann, mais à l'inverse, quoi, hein, d'accord. Donc je vais pas découper ici, je vais découper par là, d'accord. Alors déjà, E, c'est un ensemble qui est ici au départ, d'accord. Et je vais dire que f de E, il est inclus dans un ensemble, d'accord. Dans l'ensemble, je vais l'appeler CD. Dans un intervalle, je veux dire, d'accord. Pourquoi? Parce que la fonction f est bornée, d'accord, est supposée bornée, ok. Car f supposé borné, d'accord. Donc de toute façon, elle est comprise entre moins m et plus m, ok. Bon, alors un peu plus sympathique, on peut faire ça, d'accord. Ok, et donc, alors je vais dire que CD c'est par ici, CD, d'accord. Et donc je vais découper ce truc-là, poum, en tranches, d'accord. Alors il me faut mon epsilon, hein. Rappelez-vous, j'ai un epsilon strictement positif qui est fixé, d'accord. Et évidemment, mes tranches, hein, là, je veux pas qu'elles dépassent la longueur epsilon, d'accord. Donc considérons la subdivision de CD en intervalle de longueur. Alors peu importe la longueur, je m'en fiche, d'accord, du moment qu'elle soit plus petite qu'epsilon, d'accord. Donc ok, donc j'y vais. Je vais dire que C c'est Y0, strictement plus petit que Y1, strictement plus petit que Y2, strictement plus petit que Y3, je m'amuse bien, jusqu'à Yn qui vaut D, d'accord. Alors que ce soit exactement les mêmes, le même pas ou des pas différents, peu importe, d'accord. Ok, donc qu'est-ce que ça vérifie, hein. Donc ça vérifie que YK plus 1 ou YK moins YK moins 1, peu importe. Donc c'est croissant, hein, donc c'est comme ça, et c'est plus petit qu'epsilon. Ok. C'est ça, donc le pas est majoré par epsilon. Ok, donc IK ça va être mon intervalle, YK-1, YK. Ça va être un intervalle comme ça. Je ferme d'un côté et j'ouvre de l'autre, comme ça il s'emboîte bien sans. Donc ça forme la totalité et sans avoir de point commun ici, quoi. Ok. Donc ça, IK est un intervalle, évidemment. Ok. Donc, euh, donc f-1 de IK est mesurable. Alors, je vais démontrer ça, d'accord. Donc, hop, je vais changer de couleur. Et je vais voir pourquoi, d'accord, f-1 de IK est mesurable, ok. Donc, je vous rappelle que IK, c'est quoi? C'est YK-1, YK, d'accord. F mesurable, grosso modo. Donc, il faut que je montre que l'ensemble, f-1 de IK est mesurable. Ok. Alors, on sait, donc, IK, c'est quoi? IK, c'est quoi plutôt ça? Tiens. Ça, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que f de X appartient à IK, c'est-à-dire
l'ensemble des x dans E, tel que, alors ik c'est ça, yk moins 1 plus petit ou égal à f de x, pardon, strictement plus petit que yk. D'accord? Et c'est bon. Ok, alors je considère les deux intervalles, donc considérons donc l'intervalle ouvert, ouais, moins l'infini jusqu'à yk ouvert aussi, et l'autre c'est de xyk-1 jusqu'à plus l'infini. Ok, donc ça et ça, lui c'est l'intersection des deux, vous êtes d'accord? Donc l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x soit dans ik, appartiennent à ik, d'accord? C'est-à-dire là, c'est égal à l'ensemble des x dans E tel que donc f de x soit strictement plus petit que yk, inter l'ensemble des x de E tel que f de x soit supérieur ou égal à yk-1. Ok? Donc ça, c'est f-1 de... Alors, tout ce qui est plus petit que yk, bah, c'est lui. De moins l'infini à yk. Donc là, il est ouvert. Ok. Inter, f-1 de... Tac. Et lui, c'est tout ce qui est plus grand que... bah voilà, je me suis planté. C'était fermé ici. Tout ce qui est supérieur ou égal à yk-1. Jusqu'à plus l'infini. Ok. Voilà. Alors, on sait que f est mesurable. D'accord? Vous voyez pas bien, ok. Donc f est mesurable, donc f de ce truc-là, c'est mesurable, puisque c'est strictement plus petit que yk. Donc ça, c'est mesurable. Ça, c'est mesurable aussi, d'accord. L'intersection de deux trucs mesurables est mesurable, donc celui-là est mesurable, ok. Donc f-1 de ik est mesurable comme intersection de deux ensembles mesurables. Voilà. Ok. Alors donc, alors il faut que je reprenne le fil. Où est-ce que j'en étais? J'avais pris, j'ai fait ma subdivision ici de pas epsilon, d'accord? Ok. J'ai dit ici là chacun des intervalles. Donc là c'est i. Alors j'ai pris i0, i1, etc. jusqu'à in-1. Ok. Chacun de ces intervalles là. Je vois que les images réciproques, donc ce qui est ici par exemple pour i0, d'accord, l'ensemble des i qui sont envoyés sur x0, d'accord, c'est-à-dire que la fonction elle est comprise dans ce petit intervalle machin, d'accord, ici, ok. Voilà, ça on sait que c'est mesurable, ben, c'est bon, on peut dire que, donc posons, donc je vais poser mes deux fonctions, je vais pas retrouver le même stylo, c'est pas très grave, d'accord. Posons, alors celle qui est en dessous, donc phi epsilon, ça va être quoi? Ça va être la somme pour k égale à 1 jusqu'à n, donc celle du dessous, on est d'accord? C'est là le y, il faut prendre le petit indice, d'accord? Donc c'est le yk-1, d'accord? Yk-1 fois xi ek et psi k, psi epsilon, pardon, c'est la somme pour k égale à 1 jusqu'à... Alors c'est pas n, c'est pas... Ah si, c'est ça. Jusqu'à n, oui, oui. Je suis bien parti de 0, oui, c'est ça, de 0 à n. Ok, donc il y a n plus 1 intervalle, et donc là, il y a n plus 1 nombre, excusez-moi, donc là, il y a bien n intervalle. Je suis en train de me demander si j'avais pas un truc de trop. Et là, c'est yk psi de ek, avec, donc ek, c'est toujours pareil, c'est l'image réciproque par f, donc c'est f-1 de ik. Alors je sais pas, là, à écrire comme ça c'est facile, mais je sais pas si pour vous, vous comprenez tout là. Ok. Donc d'accord, donc sur là où donc j'ai mis en rouge, ça correspond à par exemple i0, d'accord. Donc si je prends l'approximation de la fonction f par le truc qui est en bas, d'accord, là j'ai fait un truc en noir, ça c'est ma fonction, c'est y0 fois E0, d'accord? Parce que c'est pour Y0, ok?
Et si par exemple je le fais, alors attendez, je vais essayer de trouver un autre truc rouge, machin. Ça, lui, il marche pas, je le sais. Ça, c'est du bleu, on va voir si ça... Ah bah, bleu, oui, c'est bon, bleu. Ok, si maintenant je fais le truc en haut, bon, il marche pas, c'est pas grave. Ok, ça, c'est donc c'est la valeur y1, d'accord, la valeur en haut de l'intervalle y0, ok. C'est y1 fois xi de e0, encore une fois. Ok. Ouais. Je réfléchis à un truc. Un truc. Ouais, là c'est moins un. D'accord. Puisque mon premier intervalle. Attendez, où est-ce que je l'ai défini? Mon premier intervalle, IK, c'est IK moins 1, I truc. Ah non, c'est bon. IK, non, si c'est fait comme ça, c'est ça, mais c'est quand je dis I0, ça marche pas. Il n'y a pas de I0, d'accord? Parce que I0, ça ferait Y moins 1. Donc ça commence à I1, excusez-moi. Ça commence de I1 à IN. Ok. Voilà, il y a N plus un point, donc N intervalle entre les points. Ok, donc c'est bien ça, et c'est bien là le décalage avec le EK, d'accord? C'était là-dessus où je me demandais s'il y avait un moins 1 tout d'un coup. Voilà, donc ça c'est phi, ça c'est psi, hein, donc on a que phi de epsilon plus petit que f plus petit que psi de epsilon sur E. J'espère que c'est évident pour vous, hein, d'accord? Puisque EK, d'accord, c'est pile l'ensemble des x tels que, pour ces x-là, le f il est compris entre yk-1 et yk, d'accord? Ouais. Donc le f il est pile entre eux, ça c'est la plus petite valeur, ça c'est la plus grande valeur. Ok, donc voilà, à chaque fois, ça vérifie ça, d'accord? Et maintenant, pourquoi de plus, quel que soit x appartenant à E, alors il faut que je fasse la plus grande moins la plus petite, psi de E de x moins phi epsilon de x. Ok. Voilà. Et donc en fait, je vois que ça c'est... donc lui, il va prendre la valeur, donc peu importe le x, hein, il appartient à l'un des EK, et donc là, ça va faire la valeur yk moins yk moins 1. D'accord. Donc là, c'est 0. Ok. Et on sait que yk moins y moins 1, c'était pris pour être plus petit que epsilon, le pas. Ok. Voilà. Et donc, voilà, donc phi epsilon et psi epsilon sont deux fonctions étagées encadrant f à epsilon près. D'accord. Voilà, vous avez toute l'explication de ce que ça veut dire à epsilon près dans le texte, quoi. Ok, alors ça c'était la feuille. C'est quoi ça? C'est 6, je crois. Ok, donc il me reste le dernier théorème à prouver là. Donc c'est un autre théorème d'approximation. Alors je vais attends, je vais mettre en pause, juste boire parce que je meurs de soif là, et j'arrive. Ok, donc alors quel est mon théorème déjà? Donc cette fois-ci, f, elle va être à valeur de E dans cette fois-ci R bar, d'accord? Ça veut dire elle peut prendre des valeurs plus infinies, d'accord? Bien sûr, E est mesurable, alors elle peut prendre des valeurs infinies, mais pas trop souvent. Ok, et donc mon théorème, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que f est mesurable si et seulement si il existe phi n, donc une suite de fonctions étagées, donc définie sur E évidemment, qui convergent simplement sur E vers F, d'accord, et tel que, d'accord, donc la valeur absolue des phi n est tout le temps inférieure ou égale à phi sur E pour tout n. Ok, donc ça veut dire que je vais les approcher la fonction avec les fonctions étagées en fait qui sont dessous, d'accord, donc celle que j'avais appelée phi aussi ici, d'accord, phi epsilon. Alors voilà le théorème.
Donc le si et seulement si il est bien sympathique. Donc on sait déjà que quand on a une suite de fonctions, donc les fonctions étagées sont mesurables. Une suite de fonctions étagées qui converse point à point vers un truc, ça veut dire que f est mesurable. Ça on le sait déjà, d'accord? Donc ça c'est déjà fait. Ok. D'accord? Et donc c'est ça la question. D'accord? Alors, page 7, pour faire les démos. Ok, donc le côté comme ça veut dire je suppose f mesurable et je vais vous montrer machin, ok? Donc supposons f mesurable et je suppose aussi que f est positif sur e. D'accord? Alors si jamais c'est pas positif sur e, je fais l'explication ici. D'accord? On crée les fonctions f plus et f moins. D'accord? Donc f plus c'est la fonction c'est max entre f de x, f plus en x, hein, d'accord? C'est f de x ou 0, ok? Bon, donc voilà, et puis on fait le raisonnement sur f plus, sur f moins, et après on recolle pour avoir la fonction f du départ, d'accord? Donc je vais la supposer mesurable, positive je veux dire, en plus. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, notre fonction f, elle n'est pas forcément, elle n'est pas bornée, d'accord? Donc elle pourrait monter vers plus l'infini. Alors on va considérer l'ensemble, considérons donc en, l'ensemble des x de e pour lesquels f de x est inférieur à n. Ok? Voilà, alors ça c'est mesurable, hein, d'accord? Puisque f est mesurable, donc en est mesurable. Ok? Alors maintenant, je vais appliquer mon théorème de tout à l'heure, là, avec les phi et psi, d'accord? Appliquons le lemme d'approximation avec... Donc le epsilon, on va reprendre un 1 sur n et le même n que lui, d'accord? Voilà. Donc il existe phi n, psi n, raté. Alors c'est n 1 sur n normalement, d'accord? Mais bon, je le laisse en n. Euh, tel que... Donc tel que quoi? Tel que... Alors... Phi c'est la petite, elle est plus petite ou égale à f qui est inférieure ou égale à psi qui est la grande sur en seulement. Hein. Et puis la grande c'est phi n moins psi n plus petit qu'epsilon, donc 1 sur n ici, d'accord? Sur n aussi. D'accord, donc le lait d'approximation ça est sur en en fait. Ok, donc ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la partie avec le phi, hein, donc je vais peut-être juste dire ça. Phi n est plus petit que f, alors il est positif aussi. Et, euh, et ici, qu'est-ce que ça me fait? Alors le f moins phi n, c'est plus petit que le psi n moins phi n, d'accord? Le f est plus petit que le psi, donc le f moins phi n plus petit que psi moins phi n, d'accord? Et ça, c'est plus petit que 1 sur n. Donc toujours ça, c'est sur en. Voilà. Alors maintenant, donc mes fonctions ma fonction phi n, elle n'est définie que sur en, d'accord? Donc phi n est définie sur en, donc l'ensemble des x tels que la fonction f prend des valeurs plus petites que n justement. Alors là où la fonction f prenait des valeurs strictement plus grandes, je vais l'étendre la fonction phi n comme étant égale à n, d'accord? Donc on étend la fonction phi n à E comme ensemble de définition, hein, en posant quel que soit x qui serait dans E mais pas dans En, puisque dans En on sait déjà que ça vaut phi n, quoi, d'accord? Phi n de x, ah, ça vaut n, ok? Voilà, donc l'idée, hein, c'est que le n il est assez grand, d'accord? Et j'essaye d'approximer, donc là où la fonction est plus petite que, que n, j'approxime vraiment, d'accord? Donc peut-être je vais faire un dessin.
Là, c'est le n, d'accord? Ma fonction, hop, elle dépasse ça, d'accord? Mais là où c'est plus petit que n, je peux faire mon approximation fine avec la fonction étagée, machin, machin. D'accord? Donc ça va être comme ça, quoi. Ok? Et puis là où ça dépasse, etc., peu importe, je prends n. D'accord? Ok? Voilà. Et donc, plus n va monter, plus je vais avoir mes fonctions, mais vous voyez que pour n plus 1, si je le fais en rouge, en fait, ça va juste changer par ici, quoi, d'accord? N plus 1. Sinon, le truc, là, la prox, elle va être exactement la même, d'accord? Et c'est pour ça que ça va être limite point à point, puisque bah, tout ça ici, une fois que c'est fait pour n, c'est vrai aussi pour n plus 1, n plus 2, etc., d'accord? Et puis après, ici, bah, vous voyez que je vais petit à petit grignoter là où ça, la fonction, elle dépasse quoi, le n, d'accord? Je vais petit à petit grignoter ces éléments-là en me rapprochant, d'accord? Voilà. Alors, donc on va dire, hein, d'accord, alors la suite phi n, n appartenant à n, converge simplement vers f sur e. D'accord? Alors la démo de ça, d'accord, l'explication de ça. Donc premier cas, d'accord, en x, d'accord, donc puisque c'est une convergence simple, hein, d'accord, soit x appartenant à e tel que f de x soit fini. D'accord? En ce cas, bah, à partir d'un certain rang, d'accord, f de x, il va être plus petit que grand n, donc soit grand n dans n tel que f de x soit plus petit que grand n, d'accord? Et alors qu'est-ce que je sais? Bah, je sais que euh, le f de x moins psi de i, non, phi n de x, pardon, d'accord, c'est plus petit que 1 sur n, donc mon truc de tout à l'heure, mon truc d'ici, ok? Voilà, donc on a bien que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de phi n de x, d'accord, c'est égal à f de x, ok? Quand vous faites passer la limite, lorsque n tend vers l'infini, dans cette inégalité-là. Ok, deuxième cas, si jamais x appartient à e et la valeur de f de x c'est plus l'infini, alors en ce cas, ben, c'est pas de problème puisque vous voyez qu'on va le suivre là-bas, hein, quel que soit n appartenant à grand N, en fait le fn de x il vaudra toujours n, vous êtes d'accord? Puisque c'était là où je l'avais mis en n, d'accord? Pour un x pour lequel il vaut plus l'infini, donc là cette fois-ci je peux pas grignoter, je peux pas me dire je vais le retrouver, d'accord? Pour ce x-là, il vaut plus l'infini, et ben de toute façon, au rang n, il vaudra n, au rang n plus 1, il faudra n plus 1, n plus 2, n plus 3, etc. Et ça tombe bien. Donc, vous le voyez, ouais, c'est bon. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x, bah, ça fait plus l'infini, d'accord? Puisque c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de n. Ok? Voilà. Donc là où ça valait un truc fini, c'est encadré grâce aux fonctions étagées et avec un truc très slim, quoi, d'accord, et à 1 sur n près, donc à un epsilon près. Et là où ça va aller plus l'infini, bah, de toute façon, vous faites monter votre fonction étagée, d'accord? Chaque fonction étagée monte d'un cran, 1039, 1040, 1041, 1042, etc. Ok? Voilà. Et donc, hop, ça va vers plus infini. D'accord? Donc voilà pour bah, ce cours, écoutez, bon voilà. Donc là, il fait beau, ça y est, il peut arrêter de pleuvoir. Bon, ok. Eh bien, écoutez, j'ai demain, 10h, présentiel S1. D'accord? Allez, bonne soirée. Bon courage à vous.